3, 2, 1. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver comme tous les matins de ce mois de janvier ou presque, puisque dans le cadre des étoiles de l'économie, 8 émissions spéciales sur le Béarn qui se mobilisent vous sont proposées sur le site de la République des Pyrénées.fr ou bien sur la page de Facebook de la République des Pyrénées. Chaque jour, nous mettons à l'honneur des acteurs économiques qui affrontent, qui innovent, qui entreprennent et ce, y compris durant cette période si particulière. Et nous le faisons avec la participation de grands dirigeants, de grands entrepreneurs, de celles et ceux qui innovent, qui sont des créateurs de la sphère économique. Nous recevons tout à l'heure ici des entrepreneurs qui se démarquent dans le domaine de la transformation digitale. Mon cher Bruno Robali, quels seront nos invités? Bonjour tout d'abord. Bonjour Eric. Oui, alors là, comme tous les jours, c'est des profils très différents. D'un côté, on aura Alexandre Stojanovic de BS Digital, donc un spécialiste du logiciel, du monde du logiciel de comptabilité. Et on recevra aussi Thomas Bello. Thomas Bello, c'est Mon Petit Club. C'est un programme d'éveil pour les enfants et qui s'est basé sur la transformation digitale pour aller conquérir même les pays étrangers en partant du Béarn. Donc deux profils très différents et deux histoires d'entrepreneuriat inspirants. Avant de recevoir ces chefs d'entreprise, donnant la parole au président du conseil départemental, Jean-Jacques Lasserre, l'homme qui décide d'intensifier la diffusion de la fibre optique et donc de ces tuyaux qui permettent tous les usages de la transformation digitale, et ce sur l'intégralité du département. Il sera notre invité dans quelques instants. Mais avant, une question à Éric Normand, chef d'édition à la République des Pyrénées, comme tous les matins. La question du jour, qu'est-ce que pour vous la transformation digitale, ou plutôt comment allez-vous nous parler de transformation digitale, le sujet dont j'ai l'impression que tous les chefs d'entreprise parlent sans cesse depuis des mois et des mois. Bonjour Eric. Oui, bonjour Eric, bonjour Bruno. Vous avez raison Eric, en économie, on n'a pas attendu la crise du Covid pour parler de la transformation digitale. Ça fait même un petit moment qu'on en parle. C'est depuis quelques années l'une des principales préoccupations des chefs d'entreprise. D'ailleurs, de séminaires en atelier, on leur fait bien comprendre qu'ils n'ont a priori plus le choix. Gare même à celui qui n'engagerait pas son entreprise sur le chemin de la digitalisation. Pour autant, la transformation numérique ne s'improvise pas dans une entreprise, quelle que soit sa taille. Ça doit être un projet réfléchi, collectif, qui suppose une montée en compétence des collaborateurs. La digitalisation, cela implique à la fois d'être présent sur le web pour améliorer ses revenus, d'être actif sur les réseaux sociaux pour faire connaître sa marque, mais aussi en interne, de savoir utiliser au mieux les différents outils numériques pour rendre son organisation plus efficiente. Bref, c'est un vaste programme. C'est valable pour vous aussi, absolument, vous avez raison de le dire. Oui, Dès 5 h du matin, j'ai reçu mon petit mail pour me dire que mon journal, en tant qu'abonné, était disponible. Oui, ça c'est parce que Bruno est très matinal. Bon, alors ce dont on est sûr, c'est que la crise du Covid restera sans doute un accélérateur de la digitalisation des sociétés. D'abord parce qu'avec le confinement, elles ont dû apprendre à travailler différemment, à repenser l'organisation. Et notamment, il y a le fameux développement du télétravail qui a permis de multiplier les réunions en visio, les échanges par messagerie. Dans le même temps, plusieurs plateformes, donc là on parle plutôt des commerçants, ont été lancées afin d'héberger leur offre de click and collect. Ça a rapidement fonctionné. Alors, je vais vous citer un petit exemple, celle mise en place par notre journal, donc notamment par Bruno que vous avez à vos côtés, a abrité près de 300 commerces de toutes spécialités en Béarn et Soule. C'est quand même un indice fort de digitalisation du secteur. Oui, c'est vrai que ça a été un des articles les plus lus, un des posts les plus lus en novembre-décembre. Oui, ça ne vous a pas donné envie d'apporter des croissants en format click and collect ce matin. Mais enfin bon, je passons. Sur Eric. Passons. Oui. Il est vrai que dans notre département, les fondations étaient déjà posées. On peut se réjouir d'ailleurs que la culture numérique ait déjà quelques années derrière elle. Encore faut-il avoir les outils. Alors cela fait par exemple bientôt 2 décennies que l'agglomération de Pau a parié sur la fibre optique.
Maintenant, c'est au tour du conseil départemental d'être moteur, avec la perspective d'une couverture intégrale des Pyrénées-Atlantiques d'ici 2 ans en fibre optique. Un chantier dont Jean-Jacques Lasserre va sans doute nous parler dans quelques minutes, et dont l'importance apparaît désormais encore plus cruciale qu'il y a quelques mois. Jamais, il est vrai, la nécessité de disposer d'un réseau de communication performant n'a été plus prégnant que durant la période. Et je pourrais aussi vous parler de la 4G, voire même de la 5G qui commence à se développer en Béarn. Bref, les entreprises ont ici tous les atouts pour négocier leur digitalisation, donc c'est à elles de jouer. Merci beaucoup Éric Normand. C'est au travers du digital d'ailleurs que les habitants du département ont pu s'exprimer pour le budget participatif lancé par le conseil départemental. Son président vient de rentrer dans le studio qu'il connaît bien puisque jeudi soir il était à nos côtés dans ce même studio pour dévoiler d'ailleurs les projets qui ont été au cœur de ce budget participatif. Jean-Jacques Lasserre nous rejoint après le jingle que voici. Jean-Jacques Lasserre nous a donc rejoint, le président du conseil départemental. Bonjour, merci à vous. Merci. Vous allez cette année parrainer au niveau du département une catégorie dans laquelle nous parlons de transition digitale, de transformation digitale, de transition digitale. Ça fait le lien à ce que nous avons vécu dans ce même studio d'ailleurs ensemble la semaine dernière, puisqu'il a fallu passer par le digital pour faire voter d'une part, mais aussi pour donner le nom des lauréats du budget participatif. C'est le même studio, même décor d'ailleurs. C'est devenu indispensable. Aujourd'hui, le digital, je dis ça, un homme de contact, un homme qui a bâti sa réputation, sa carrière sur les relations humaines, les relations directes avec un franc-parler. Et là, on est à une époque où le digital, le numérique remplace, ou un petit peu vient en complément de tout ça. C'est facile à prendre en compte? C'est facile. D'abord, on sentait venir ces évolutions. C'est les raisons de l'implication du département. Mais en ce moment, nécessité fait loi et on se rend compte que véritablement, le digital auquel on ne prêtait pas des destins comme celui que l'on connaît, que l'on vit en ce moment, le digital nous est d'un immense secours. Et que voulez-vous, c'est aussi grâce au digital que l'économie, les relations peuvent continuer de s'exercer dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Oui, Jean-Jacques Lasserre, la première question qui vient à l'esprit quand on parle de transformation numérique, de digital, c'est la fibre, le haut débit, voire le très haut débit. Vous avez une promesse, 100% du territoire relié par la fibre en 2023. La question ce matin, c'est où en est-on? Où en est-on? Alors, d'abord, cette promesse que nous avons formulée, c'est une ambition. L'ambition que l'exécutif de ce départemental s'est assigné, puis l'exécutif et l'ensemble de la collectivité départementale, c'était de dire, au moment où nous y réfléchissions, il y a plus qu'une paire d'années maintenant, il y a 3 ans, c'était de dire tout le territoire est fibré. Et nous avions donc caressé l'espoir, avant même qu'il y ait l'appel d'offres, dont je vais vous dire 2 mots, on envisageait de couvrir à 90%. C'était 90% les habitations, les habitants de ce département. L'appel d'offres a donné du 100% dans la réponse que nous avons choisie. Pratiquement tous les candidats étaient à du 100%. Donc, cette ambition, elle est intacte. L'objectif ne change pas, bien entendu. Nous sommes dans la phase de réalisation. Vous savez, moi, je n'ai jamais caché d'ailleurs avec l'ambition. Le contrat que nous avons passé avec la société qui est bien identifiée, la réalisation ne serait pas le même type d'exercice. Oui. Il n'y a pas de retard actuellement? Alors, il y a tout ceci pour vous dire, il y a bien entendu un peu de retard, mais ça fait partie des choses qu'on identifie. Vous savez, mettre de la fibre dans 250 000 endroits du département sur nos populations, que ce soit en enterré, que ce soit en aérien, c'est des démarches collectives, individuelles, que l'on n'imagine pas, des problèmes physiques, des problèmes juridiques. C'est quelque chose, nous le savions, d'extrêmement compliqué. Et nous savions que la vie ne serait pas, comment dirais-je, un long fleuve tranquille et qu'on se heurterait forcément à certaines difficultés que nous avons rencontrées. La pandémie n'a pas facilité les choses. Alors, entre les cadences sur lesquelles nous avons contractualisé et celles qui sont pratiquées sur le terrain, il y a un peu de retard.
Mais, comment dirais-je, un retard qui, de mon point de vue, n'est pas inquiétant. Nous avons en ce moment déjà un joli palmarès. En fin d'année, en ce moment, nous allons dépasser les 60 000 sur 240, je crois, d'objectifs. Nous serons au tiers de notre programme. En fin d'année prochaine, nous serons à la moitié du programme. 62 000 prises maintenant. En fin d'année prochaine, nous serons à la moitié du programme. C'est une réelle performance. Allez-y, Bruno. Oui, il faut d'ailleurs rappeler l'ampleur du projet, en Voilà. termes de coûts notamment. L'ampleur du projet, bon, nous avons dépassé allègrement les 400 millions d'euros. Physiquement, c'est ce que je vous dis, il nous faut atteindre 240 000 services, offres de services personnalisés, identifiés à tous les foyers. On dépasse les 60 000 prises. On a déjà, comment dirais-je, au regard des difficultés qu'on a rencontrées, notamment la pandémie, je pense que nous avons performé, nous avons scoré. Alors, c'est au prix de beaucoup de vigilance, c'est au prix d'accompagnement au quotidien. Et le syndicat mixte que je préside et qui est composé du département et des EPCI de ce département est très vigilant sur la phase de réalisation. Alors, qu'on imagine bien, il y a toujours dans des chantiers comme cela, vous savez, la France a mis des décennies avant de s'équiper en électricité, Absolument. avant de s'équiper en induction d'eau. On est sur des niveaux de complexité, y compris physique, quasiment aussi importants. Donc, mais je puis vous dire que malgré tout, nous sommes à peu près ponctuels. Et avec des enjeux absolument primordiaux, parce qu'on voit bien, hein, il peut y avoir une forme de territoire laissé de côté, ou en tout cas d'usage laissé de côté, s'il n'y a pas Bien cette sûr. qualité de tuyaux, d'où la pertinence de ce genre d'investissement et l'anticipation qu'il a fallu avoir, parce on le voit bien aujourd'hui, sans ces tuyaux, et on le verra encore plus demain, il y a un risque complet d'avoir ceux qui sont connectés et ceux qui sont tout à fait à côté, encore plus que sur les infrastructures routières ou d'autres infrastructures de liaison jadis. La crise aura été un révélateur sur la nécessité. Et effectivement, on est au bon... Vous savez, la différence entre des réseaux d'initiatives publiques comme celui que nous développons, ou des réseaux qui sont laissés, comment dirais-je, à l'initiative privée, ce qui est tout à fait respectable. La grande différence, c'est qu'il y a des principes fondamentaux, comme le principe d'aménagement du territoire, que la collectivité publique peut plus facilement imposer. C'est ce qui caractérise notre projet. Il n'y a pas que l'aspect technique, il n'y a pas que les tuyaux, il y a aussi l'aspect humain, et notamment l'accompagnement des personnes, notamment les plus vulnérables. Et c'est vrai que peut-être que la collectivité a un rôle à jouer là-dedans pour leur permettre d'accéder à cet outil numérique et de renforcer notamment leur employabilité. Voilà. Assurément, la collectivité a un rôle fondamental à jouer. Que voulez-vous, le premier épisode, ça a été la construction du réseau. Je dis alors la construction de ce réseau. Pour y arriver, nous allons donc dans la démarche partenariale avec les EPCI, qui est la nôtre, constituée de syndicats mixtes. Il faut savoir que dans ce syndicat mixte, nous avons près d'une vingtaine de collaborateurs de très haut niveau qui nous permettent d'être à un niveau d'interlocution technique, juridique, avec bien entendu la société avec laquelle nous avons contracté, mais également pour traiter de tous ces sujets. Dans le même temps, je crois qu'il faut le dire parce que c'est important, dans le même temps, il y a un vaste plan qui s'appelle le New Deal en France, d'équipements permettant l'accès à la téléphonie. C'est un projet d'État qui est un projet bien conçu. New Deal, nouvel arrangement entre l'État qui a attribué, j'imagine, des licences en contrepartie de l'engagement de certaines firmes privées pour mettre en place des poteaux téléphoniques, l'accompagnement du département en termes techniques, parce que nous avons de la pratique dans un domaine voisin, la fibre, parce que nous avons des collaborateurs qui sont, je pense qu'on peut le dire, la première source d'énergie, de vérification et de conceptualisation, ça nous permet d'accompagner qualitativement l'État dans sa responsabilité. Et donc, pour répondre à votre question, le corollaire inévitable de l'équipement en réseau et en fibre, c'est l'accompagnement que vous indiquez. Et là, nous sommes totalement impliqués dans cette affaire-là. Ça se passe comment concrètement ? Alors, concrètement, vous savez, le principe est simple. Nous avons affaire, pour le moment, soit à des territoires qui ne sont pas encore complètement équipés, soit à des populations qui ont besoin véritablement de se familiariser avec ces techniques-là. Donc, nous mettons en place sur tous les territoires des dispositifs nous autorisant à accompagner les populations sur l'usage de ces nouvelles techniques. Et nous avons plusieurs réponses très techniques,
Tout le territoire sera donc couvert par ces dispositifs d'accompagnement, d'accompagnement à toutes ces populations. Rendez-vous compte, il y a des populations qui maintenant une feuille d'impôt, la politique, le dossier de la PAC, toutes les formulations, et ce n'est que le début de ce process. La prise de rendez-vous pour la vaccination. Pardon ? La prise de rendez-vous pour la vaccination. La prise de rendez-vous pour la vaccination. Donc, on a mis en place un dispositif et je puis vous dire que l'expérience se fait parce que nous avons, la volonté, des collaborateurs de bonne qualité, de grande qualité. Nous avons, sur un plan national, une réputation qui est plutôt... Vous savez, quand on se regarde, on est toujours insatisfait, mais nous sommes heureux de vérifier aussi que ce que nous faisons fait presque école sur un plan national. Jean-Jacques Lasserre, je rebondis sur un mot que vous avez employé plusieurs fois, accompagnement. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu quelques mois en arrière, parce que ce mot accompagnement, vous avez réussi à le décliner de façon parfois très rapide, il faut bien le préciser, vis-à-vis de publics en difficulté, y compris du public économique, alors même que le conseil départemental, on le rappelle souvent, et ça vous irrite à chaque fois, parce que vous voyez où je veux en venir, n'a plus la compétence, après la loi NOTRe, directement de l'économie. En 2020, vous étiez au rendez-vous. Vous arriverez à être encore au rendez-vous de l'accompagnement du monde économique en 2021, en trouvant des moyens, des façons de le soutenir, alors même que ce n'est plus votre compétence directe. Vous savez, à la limite, je serais tenté de dire, mais en plaisantant, que l'histoire fait un joli pied de nez aux erreurs des législateurs, dont j'étais au demeurant, aux erreurs des législateurs et des grandes orientations nationales. La compétence économique nous a été enlevée. Mais allez me dire si ce qu'on fait sur le numérique n'est pas de connotation très économique, ce qu'on fait sur le social n'a pas de connotation économique, ce que l'on fait sur les différents réseaux, notamment le réseau routier, n'a pas de conséquences économiques. Bien entendu que dans nos actes, y compris dans les compétences que nous avons conservées, il y a une très forte connotation économique, et cette connotation économique doublée de quelques initiatives que nous avons prises, parce que peut-être par étourderie, la loi nous laisse la possibilité, notamment sur un plan agricole, au niveau de l'immobilier d'entreprise, la loi nous laisse la possibilité, par convention avec les EPCI ou avec le conseil régional, d'accompagner des sujets comme, je vous le dis, les ateliers relais, la possibilité d'accompagner l'agriculture. Moi, on ne pouvait pas, au niveau d'un département, imaginer un conseil général absent, étranger, aux problèmes agricoles, sur lesquels il faut de l'expérience, de la volonté, du ressenti, et j'ose le dire, un peu d'historique en termes de compétences. Donc, nous y sommes complètement. Vous avez la capacité de vous projeter dans la durée, et donc d'avoir des dispositifs pour faire face à la crise dans la durée, à développer, à proposer au monde de l'entreprise ? Oui, nous avons beaucoup réfléchi. On était à l'origine de certaines initiatives. Notamment, nous avons travaillé même avec l'UMI. Vous voyez, quand on savait très bien que toutes nos entreprises auxquelles nous donnons... Les professionnels de l'hôtelier, de la restauration, de l'hôtellerie, de la restauration. On avait pris quelques initiatives. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Mais on était tout de même au début de ces réflexions et porteurs de certaines solutions. Sur un plan général, je dirais, vous savez, nous avons conservé, par exemple, au département, un budget d'investissement extrêmement élevé, qui est réservé en partie importante au BTP, qu'on ne veut pas, aux routes, aux constructions. Oui, absolument. Nous allons quasiment conserver ces budgets d'investissement et nous allons les réaliser. On a un taux de réalisation cette année à 95%. Je vous le dis parce que je sais que certaines collectivités érigent en principe de gestion une insuffisance de réalisation par rapport à ce qu'elles déclinent dans des budgets primitifs séduisants. Nous le faisons. C'est un bel accompagnement au niveau de nos entreprises. Donc, notre vie est constellée d'exemples comme cela, et je vous dirais également que pour rester dans notre sujet, on a réfléchi et mis en place des dispositifs favorisant l'utilisation par le numérique des petites structures, des petits producteurs, des petits commerçants, et nous avons donc mis en place, ça commence à être utilisé, une plateforme numérique autorisant ceux de ces professions-là qui veulent l'utiliser à mieux commercer maintenant en utilisant donc le numérique. Quel message vous pourriez passer aux entrepreneurs béarnais qui vous écoutent? Et plus largement, est-ce que vous pourriez leur donner peut-être quelques visions de ces projets béarnais qui vous intéressent au niveau économique et dans lesquels vous fondez des espoirs au niveau du département? D'abord, je leur souhaite beaucoup de courage. Vous savez, quand on gère une collectivité comme la nôtre, je crois qu'il faut à la fois être ambitieux et être réaliste. Les pertes économiques seront considérables si on les compare, y compris à nos budgets cumulés de toutes les collectivités locales,
Là, il faut faire preuve de réalisme et de modestie. Mais se dire, et je leur demande d'avoir le courage intellectuel, moral, même physique nécessaire pour passer ces moments. On sait qu'il y a des secteurs qui seront très sinistrés, d'autres, mais ça c'est un constat bateau que je fais là. Moi, ce que je leur dis, c'est que je suis convaincu tout de même que, on va trouver... on va trouver une sortie de crise et qui nous appartient. Je crois qu'il y a deux choses à regarder. Il faut qu'on soit très attentif, très solidaire et avec des influences très croisées sur la phase de relance, parce que des activités classiques, très affectées, vont se relancer. Oui. J'en suis convaincu. Et qu'on soit très attentif, qu'on le veuille ou pas, à tout ce qui est innovation, initiatives nouvelles et gisement de solutions nouvelles. Ce ne sont pas des réponses immédiates et massives aux grandes préoccupations, mais notre conviction, c'est que de cette crise-là, on avait quelques prémices avant la crise, sortiront assurément, je ne voulais pas dire probablement, assurément, des perspectives nouvelles en termes d'activité économique. Je vous cite quelques exemples. Allez-y. On avait dans ce même endroit l'Assemblée générale de l'ADT il y a quelques temps. On sent d'une façon évidente qu'en matière de consommation touristique, de consommation touristique. Et Dieu sait si nous sommes un département regardé, nous savons que forcément, de cette crise sortiront des recherches, des habitudes nouvelles que nous devons mettre à profit. Et notre département est bien placé pour mieux formuler des offres qui correspondent, et ça on le vérifie tous les jours, qui correspondent aux désirs nouveaux des populations. Il peut y avoir le même type de réponse par rapport à l'alimentaire. Oui. Il y aura assurément des réflexes nouveaux, plus toutes les initiatives de solidarité. Dans quelques jours, je vous parlerai de la participation citoyenne que nous avons lancée. C'est quand même étonnant. Et à la question, qu'est-ce que vous diriez aux chefs d'entreprise, il y a quand même des messages un peu réconfortants quand même, ou même tout à fait réconfortants. On se rend compte que... au niveau des citoyens, il y a de la réflexion, bien entendu, il y a du souci, il y a du désir, et il faut transformer ceci en projet, ce que nous essayons de faire. Oui. Et là, nous avons un réel besoin. Par exemple, nous travaillons en dehors de... dans le cadre de nos compétences économiques perdues, mais que nous exerçons, oui. C'est comme ça qu'il faut le formuler. Non, mais ça va le volontarisme de la collectivité que vous proposez. Mais la vie est faite de ça, sinon on arrête le compteur. On travaille beaucoup avec French Tech, vous savez, c'est une structure nationale qui a labellisé des structures en Pays Basque, en Béarn et également en Bihor. On se rend compte qu'il y a tout de même de la volonté, de la vivacité. Ce sont des gisements, des petits trésors par rapport à l'évolution future de ce département. Ouais. Encore faut-il faire confiance et accompagner ces mouvements qui ont besoin de s'affirmer, parce que, vous savez, dans des périodes comme celle-ci, c'est difficile de concrétiser des intentions aussi ambitieuses. Donc, nous sommes très, très proches de ces initiatives et nous allons les accompagner. Faire confiance et accompagner, c'est un bon message pour les chefs d'entreprise. Merci d'être venu le porter, je vous en prie. Jean-Jacques Lasserre, en tout cas ici pour ces matinales de l'économie qui continuent après le petit jingle que voici. Alors, ce matin, ce n'est pas un invité, mais des invités que nous allons recevoir en simultané. Les deux sont à distance, malheureusement, et pas dans notre studio, mais on les accueille avec un grand plaisir. D'un côté, nous avons le directeur général de Mon Petit Club, un jeu d'enfants pour les enfants de 1 à 5 ans. Une initiative tout à fait originale, un concept de motricité porté à domicile. C'est Thomas Bello qui va nous présenter cela dans quelques instants. Je le salue, il est d'ores et déjà à l'image. Et puis, nous avons quelqu'un dans le cœur de métier. Bonjour. Thomas Bello, merci d'être là. Nous avons à côté de vous quelqu'un dans le cœur de métier et le logiciel, un éditeur de logiciels, BS Digital, une société spécialisée dans le développement d'assistants métiers intelligents et ce, à destination des entreprises. Donc, d'un côté, nous allons parler jeunes enfants dans quelques minutes et de l'autre côté, les grands enfants que sont les entrepreneurs, mais qui ont parfois des règles du jeu avec lesquelles il faut savoir composer. Et c'est là que les logiciels de BS Digital ont toute leur importance. Alexandre Stojanovic, merci d'être avec nous. Bruno Robali s'adresse à vous pour démarrer cet entretien. Oui, bonjour Alexandre. Alors Alexandre, pour les habitués des étoiles de l'économie, ce n'est pas un inconnu,
puisqu'il avait déjà été C'est vrai. sélectionné. Mais c'est l'occasion de rappeler ce que fait BS Digital, concrètement pour le grand public. Alors, nous sommes éditeurs de logiciels pour la profession comptable et nous avons une spécialité qui est l'intelligence artificielle. En fait, nous accompagnons les experts comptables dans leur quotidien avec nos logiciels qui vont de plus en plus automatiser des petites tâches pour leur permettre de finalement faire des vraies missions à valeur pour leurs clients. En 2 ans, votre logiciel a mis à évoluer. Nous avons beaucoup évolué. Nous avons démarré il y a un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, grâce à nos clients auxquels on est très à l'écoute, on a pu développer tout un ensemble de fonctionnalités. Aujourd'hui, on a 70 clients qui travaillent avec nos logiciels et qui sont très satisfaits. Donc vous êtes basé toujours à Hélioparc ? Nous sommes toujours basés à Hélioparc, nous continuons à nous agrandir et nous resterons toujours à Hélioparc. Votre système de saisie comptable, par exemple, du fait qu'elle utilise un dispositif d'intelligence artificielle, je crois, permet d'aller plus loin finalement que les autres solutions du marché. C'est ça aussi qui fait votre succès. 70% de la saisie comptable est automatisée dans les autres solutions du marché en moyenne. Et chez vous, on frôle ou on dépasse même, je crois, les 90 ou 95%. C'est exactement ça. Grâce à l'intelligence artificielle, on a réussi à aller beaucoup plus loin dans la performance des résultats et nous avons des dossiers, des clients qui dépassent les 95% d'automatisation. Je dis ça parce que, pardon, les chefs d'entreprise aujourd'hui ont en rapport avec leur expert comptable qui a totalement changé. La saisie comptable est devenue évidemment une obligation légale, plus que jamais d'actualité d'ailleurs lorsqu'il va falloir rendre des comptes, ne serait-ce qu'avec les subventions, avec tous les nouveaux dispositifs à venir. Ça promet de grands moments de comptabilité. Mais le rapport avec l'expert comptable est aujourd'hui sur le conseil. Et c'est-à-dire que votre genre de solution permet évidemment de faire le service obligatoire et puis de valoriser le conseil des clients experts comptables. C'est exactement ça et c'est ce que nous demandent justement nos clients, c'est de pouvoir se libérer du temps de toutes ces tâches qui sont obligatoires, nécessaires pour leur quotidien, mais leur mission, leur valeur ajoutée, elle démarre après cette partie de saisie, de tenue, où justement ils ont des chiffres et ils peuvent conseiller leurs clients. Il y a un grand rendez-vous cette année, je crois que c'est le congrès de l'Ordre des experts comptables. Alors, le congrès de l'Ordre des experts comptables est annuel. L'année dernière, effectivement, nous avons présenté notre produit. On a rencontré un grand succès. Ça nous a permis d'accélérer le développement d'Amiconta et de nos clients. On en a de plus en plus. Et effectivement, il était virtuel. Nous espérons que la Covid et le confinement va s'arrêter et avoir un vrai rendez-vous avec nos clients au prochain congrès. Comment vous êtes organisé pendant cette période de Covid? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de télétravail chez vous aussi. Et ça permet quand même d'innover le télétravail? On s'est organisé, on a dû s'adapter, je pense un peu comme tout le monde. On est quasiment tout le monde en télétravail. Moi, je suis actuellement en télétravail. C'est difficile, mais effectivement, prendre de la distance, prendre du temps pour réfléchir, ça permet d'aller plus loin, d'être plus pertinent. Nous avons effectivement beaucoup innové sur ces derniers mois et c'est grâce au fait peut-être du fait qu'on soit confiné. Alors, BS Digital, on en a parlé lorsque c'était une start-up. Vous l'êtes toujours, alors que vous êtes devenu une filiale du premier acteur numérique dans le monde agricole, qui est le groupe Isagri, pour ne pas le citer, avec un objectif, je crois, c'est celui d'être leader en matière d'éditeur de solutions pour la profession comptable de l'agriculture. Vous êtes toujours dans la logique start-up, maintenant que vous avez rejoint un groupe comme Isagri? Alors, on est toujours dans cette logique-là. Notre objectif a été de justement pouvoir être en distribution avec les grands éditeurs et de pouvoir aller beaucoup plus vite sur les fonctionnalités, sur l'écoute du marché, pouvoir s'adapter. Donc on a gardé ce côté start-up
même si l'appui d'un grand groupe nous facilite le quotidien. Chez vous, vous avez des ingénieurs principalement qui sont issus de l'ISTI, hein, je crois, qui travaillent avec vous, qui fonctionnent avec vous. Alors maintenant, on ne dit plus USTI, il faut que je dise CITEC, mais ce sont des ingénieurs qui sont issus de cette école ô combien connue maintenant à Pau. Oui, exactement. La quasi-totalité de nos équipes viennent de l'ESTI, si on peut le dire comme ça, des collaborateurs de valeur. Et Amiconta, c'est aussi nos collaborateurs qui ont fait d'Amiconta ce qu'il est aujourd'hui. Alors, Alexandre, est-ce que vous diriez que la comptabilité est un jeu d'enfant ? Je dirais que c'est un jeu d'enfant pour adultes avertis. Parce que maintenant, on va parler d'un jeu d'enfant. Et le grand enfant que j'ai à côté de moi va se faire un plaisir d'accueillir Thomas Bello donc, en ligne avec nous, mon petit club. Un jeu d'enfant pour les 1 à 5 ans. Et comme Bruno Rombali n'a jamais vraiment grandi, c'est à lui qu'il vous revient de vous poser la première question. Oui, Thomas, bonjour. Mais dans un premier temps, c'est ça, c'est présenter peut-être mon petit club parce que c'est un concept avec un kit matériel de 43 pièces et tout. Mais comment expliquer ça très simplement pour tous ceux qui nous regardent? Alors bonjour. Alors dans un premier temps, je voulais remettre un peu les choses dans leur contexte. Allez-y. Allez-y. J'ai d'abord ouvert des clubs qui s'appellent Le Petit Club. Ce sont des clubs de sport pour enfants. Oui. Et j'ai eu après une idée d'ouvrir ça à un plus large public au niveau national. Et j'ai voulu créer un concept, un site internet, où sur ce site internet, on pouvait acheter un concept de motricité partout en Europe, où c'était en gros, on reçoit son kit matériel et on a 36 à 40 vidéos de ce qu'on peut faire avec ce matériel-là. Vos clients, que ce soit clair, et pour justement recontextualiser, pardon si on ne l'a pas fait avant, vos clients, ce sont les parents, en fait, les jeunes parents, c'est ça, qui ont des enfants de 1 à 5 ans. C'est à eux que vous vendez directement Tout à fait. ce concept. On vise deux publics. On a les particuliers, les jeunes parents qui ont des enfants de 1 à 5 ans. Et on vise aussi les pros de la petite enfance, les assistants maternels, les crèches, tous ceux qui travaillent dans les MAM, les RAM, ces choses-là. Voilà, deux publics bien différents, mais on est sur le même groupe d'enfants, les 1-5 ans, avec des ateliers évolutifs. L'enfant de 5 ans ne fera pas la même chose que celui d'1 an. Et notre objectif, c'était vraiment de faire découvrir aux parents des ateliers que eux, ils puissent mettre en place directement chez eux et en autonomie. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors, ce matin, on parle vraiment de transformation digitale et vous êtes vraiment un bel exemple de ça parce que grâce à la transformation digitale, vous avez pu toucher un public et des clients un peu partout. Je crois qu'il y en a en Belgique, en Suisse, en Espagne. Comment vous êtes organisé pour accompagner cette transformation digitale ? En fait, c'est avec le temps. Hein. Au départ, on est un petit projet. On essaye de le développer. On se dit, on part en a nos convictions. On se dit, bon, mais on va monter ça. On voit que ça marche sur le territoire. On a des gens qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous livrez à La Réunion, en Angleterre? Et quand vous dites on, pardon Thomas, pour que ce soit bien clair, à la base, vous êtes des professionnels de la petite enfance et du sport. Alors moi, je suis tout à fait... Vous n'êtes pas des ingénieurs, vous n'êtes pas des ingénieurs Non, développeurs. Voilà. Ça, c'est la différence. C'est que moi, je suis éducateur sportif à la base. Aujourd'hui, je travaille avec des éducateurs sportifs, avec des techniciens au niveau informatique ou autre. Mais on n'est pas ingénieur, non, du tout. Mais le métier nous plaît, donc on essaye de développer et d'imaginer de nous-mêmes. Mais votre chiffre d'affaires, pour aussi fixer un peu les choses, en 2 ans, c'est multiplié par 30, par 15. Par 15, ouais. En gros, c'est ça. On voit même là, sur début janvier, on avait fait une promo pour Noël, qui a cartonné. Hey. À Noël, pour vous dire, en 2 ans, sur la première année, on a vendu très peu. Très peu, on a vendu quelques centaines. Là, rien que sur Noël, on en a vendu 1000, voilà, sur la période de novembre-décembre. Et là, même début janvier, ça continue à se vendre alors qu'il n'y a pas de promo ni rien. Je pense que le bouche à oreille a marché, que le produit plaît. Donc, c'est pour ça c'est intéressant. On a toujours Alexandre, je vois, qui écoute la conversation avec attention. Vous avez des enfants, Alexandre, de 1 à 5 ans?
Malheureusement, non, un peu plus grand. Un peu plus grand, c'est dommage parce que pour la gymnastique, non pas des chiffres, non pas pour la gymnastique intellectuelle, je pense que le logiciel, je pense que le petit kit aurait été très sympa. C'est une évolution très intéressante, Bruno l'a souligné, de votre activité. Ça montre bien qu'il faut savoir être inventif, souple, ouvert, en tout cas aux nouvelles technologies. Mais je vous pose une question simple. Où est-ce que vous avez trouvé les moyens de faire ça? Le temps, Thomas, mais je dis bien les moyens de faire ça. Les moyens, déjà, on a été voir les banques. Enfin, j'ai été voir les banques. Il y a des banques qui m'ont pris pour un fou. Voilà, ils m'ont dit, non, ça ne va pas marcher. Et surtout, on fait aujourd'hui tout ce qui est innovant. Tout le monde n'y croit pas, on va dire. Voilà. Quand c'est quelque chose qui est copié, on dit, c'est un marché là, donc on peut le faire. Nous, ça n'existe pas sur le marché. Donc, au début, on nous a pris pour des fous. Et à un moment donné, il y a une banque qui nous a dit, allez, on vous suit. C'est parti, et c'est ce qui nous a permis de pouvoir le mettre en place, d'avoir un site construit assez solide. Il y en a d'autres de programmes comme cela, comment on appelle ça, de gym éveil, ça vous va comme définition? Gym éveil motricité, oui. Oui. Pour l'instant, ça n'existe pas. On est les seuls. Voilà. Bon, nous, on veut le faire évoluer. Ça fait 2 ans, donc on voulait voir ce que ça allait donner. On veut le faire évoluer en proposant de nouveaux kits. Voilà, le kit numéro 1, le kit numéro 2. Voilà. Expérimenté, on va dire, expert, le kit débutant. On va travailler sur ça, mais pour l'instant, autour de nous, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas copier et on doit chercher des idées tout seul. Et quel conseil vous donneriez aux jeunes entrepreneurs qui, comme vous, innovent et qui parfois ont des difficultés à convaincre les financeurs, les banquiers? Alors, il y a plusieurs conseils. Le premier, c'est qu'il faut y croire à 300%. Si on n'est pas, nous, convaincus, ça ne marchera pas. Le deuxième, c'est d'en parler autour de nous, ses amis, des professionnels, même des personnes qui ne sont pas du tout dans le métier. Important, on va avoir des avis extérieurs, on va pouvoir avoir des changements, on va pouvoir changer des choses ou avoir de nouveaux avis. Et le troisième, c'est persévérer. Et c'est ça qui permet d'un jour y arriver, de pouvoir aller au bout de ses projets, au bout de ses rêves, quoi. Qui vous a aidé concrètement à vous? Quelles sont les bonnes fées en Béarn? Moi, j'y croyais pas au départ. En fait, quand on est chef d'entreprise, on est quand même un peu tout seul. On se pose beaucoup de questions. À part en parler à sa compagne ou autre, on n'en parle pas beaucoup. Donc, moi, j'ai eu des intervenants extérieurs qui sont dans la stratégie de développement, qui travaillent dans ce système-là. Et eux m'ont permis de prendre encore plus de recul, de pouvoir me dire, mais est-ce que ça c'est bien, pas bien, pourquoi, et d'aller dans la bonne direction et d'ouvrir des portes. Alexandre, donc vous êtes à Hélioparc, ça aide justement quand on va voir des banquiers, des partenaires, d'avoir une structure derrière soi? Oui, totalement. On a une histoire un peu différente de Thomas. Nous, on est rentré en incubation à Hélioparc et l'accompagnement à Hélioparc nous a déjà beaucoup aidé à maturer le projet, mais également à ouvrir les portes, rencontrer des banquiers, rencontrer plein de monde. Et ça nous a vraiment beaucoup aidé. Alexandre, que vous n'avez pas en effet au même stade que Thomas, aujourd'hui, c'est un stade plus compliqué ou moins compliqué finalement pour évoluer, pour faire les nouvelles versions, pour lever, je dirais, de nouveaux investisseurs, pour lever des fonds, intéresser de nouveaux investisseurs? Vous diriez que la phase la plus compliquée, c'est au départ, la création, on dit souvent ça, ou est-ce que c'est au moment où il faut aller franchir la marche qui permet de stabiliser complètement le modèle? Je vais parler que par de notre expérience. Il n'y en a pas une qui est plus compliquée. Au démarrage, on se sent vraiment très seul. On a beaucoup de mal à canaliser quelque chose, cristalliser quelque chose et démarrer. Après, il faut arriver à mobiliser des partenaires et avancer. Et c'est difficile différemment. Mais c'est ça qui est beau parce que du coup, l'idée est cristallisée. Maintenant, il faut continuer à construire dessus. Et donc, il faut de nouveau faire preuve d'imagination, une volonté d'innover. Mais par contre, on n'est plus seul. On est beaucoup plus. Thomas, quelle sera la prochaine étape? Donc, on voit mon petit club, les ventes explosent et tout, mais j'imagine que vous préparez déjà le coup d'après. Que va-t-il se passer dans cette transformation digitale? Thomas, vous êtes toujours avec nous?
Oui, on vous Ah. écoute, Thomas. On a une petite, Ah, c'est bon. allez-y, petite interruption de faisceau. C'est comme dans la gym, il faut savoir être souple avec les nouvelles technologies. Allez-y. Fallait sauter de cerceau en C'est cerceau. ça, Voilà. c'est ça. Donc, oui, au niveau stratégie, là, ça va être d'embaucher déjà pour agrandir l'équipe, avoir plus d'idées au niveau des éducateurs aussi. Et après, je vois un peu plus grand aujourd'hui, que je ne voyais pas du tout au départ, c'est mais peut-être avoir des pôles dans les pays étrangers, avoir pour livrer un peu partout dans les pays étrangers et plus facilement. Voilà. Si vous avez besoin d'un bon logiciel, entre autres, n'hésitez pas à vous adresser à Best Digital. Ils sauront vous accompagner pour cette progression. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités ce matin. Le choix de vous inviter, on le doit aux membres du jury des étoiles de l'économie qui, cette année, vous le savez, n'ont pas jugé que la performance, que les critères habituels qui sont les nôtres lorsqu'on organise ces étoiles de l'économie, mais qui ont voulu également mettre en avant une volonté, la volonté d'entreprendre, la capacité à innover, l'esprit de rebond, ce qui va bien d'ailleurs dans vos activités et l'un et l'autre, et puis l'envie de toujours avancer et d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Donc merci à tous les deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. Rendez-vous demain, mon cher Bruno, avec de nouveaux portraits d'entrepreneurs et puis un nouvel invité qui sera présent également demain avec nous. Nous recevons Patrice Zoran, le président de la communauté des communes de Lac-Orthez, et nous parlerons avec lui de transition énergétique. Nous le ferons en compagnie d'invités, de chefs d'entreprise qui nous diront de quelle façon s'engager dans la transition énergétique est ô combien primordial aujourd'hui. Salut et à demain.